Une transformation à Hollywood intrigue beaucoup ces derniers temps, celle de l'actrice et chanteuse Ariana Grande. Regardez, ce n'est pas normal. Alors que la superstar a fait ses premiers pas très remarqués sur le grand écran avec le film Wicked, son physique a au même moment radicalement changé, tout comme sa personnalité. Ce projet m'a changé, moi et nous tous, de l'intérieur et de l'extérieur. Et sa nouvelle personnalité est assez particulière. J'ai cette boule de cristal avec moi, c'est pour tout ce qui est magie. Es-tu une sorcière ? Oh oui, en effet, je le suis. Je suis la plus grande des sorcières. Je suis une sorcière au sens littéral et je ne rigole pas. En fait, à la clinique, ils ont effacé ma mémoire. Vous savez, non ? C'était de la possession avec une voix dans sa tête avec laquelle elle n'était pas du tout connectée. La personnalité d'Ariana Grande change tout particulièrement et devient très bizarre quand elle est auprès de sa collègue de tournage, Cynthia Erivo. En quoi la personne assise à côté de vous a changé pour le meilleur ? Oh, wow, tu es très bon. Tu es très bon. J'ai pris sa force. Elle a pris ma force. Et ces changements soudains, tous ces étranges comportements ont fait émerger toutes sortes de théories, parfois très sombres. Ariana a été vue sans Cynthia et tout le monde a pu remarquer qu'elle a l'air dans un meilleur état de santé. Alors les gens pensent que Cynthia est responsable des problèmes de poids d'Ariana Grande. Regardez son aura, regardez à quel point ses yeux sont sombres. Tout ça doit être en rapport avec l'âme. Mais certaines de ces théories qui vont nous intéresser dans cette vidéo sont très solides quand on se plonge dans les zones d'ombre qui entourent la carrière d'Ariana Grande. Mais pourquoi personne n'a enquêté là-dessus ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se plonger dans le grand mystère Ariana. Qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il y a réellement de quoi s'inquiéter ? Ariana Grande est vraiment malade et elle en est au stade 5. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le tournage de Wicked, qui en plus d'Ariana Grande, a changé de nombreux acteurs du film ? On ne va pas tout dramatiser, mais on ne va pas non plus contourner certaines sombres réalités derrière Hollywood. Est-ce que les Illuminati existent ? Je pense que oui. Je t'aime ? Je t'aime. En allant vers ce qu'on voit à la surface pour aller vers ce qui se cache plus en profondeur, vers les dynamiques cachées, voire même occultes d'Hollywood, je crois vraiment qu'il y a eu de la sorcellerie là-dedans. Il n'y a aucun moyen d'en arriver là sans sorcellerie. On va déceler au fil de cette vidéo, vous allez le voir, 4 pistes solides, plus ou moins inquiétantes, sur ce à quoi on est réellement en train d'assister ici. À chaque fois, vous aurez tous les éléments factuels qui mènent à cette conclusion, mais chacune de ces pistes reste des théories qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas contradictoires, mais au contraire, finissent par s'imbriquer parfaitement entre elles. Et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour le comprendre. Je vous préviens, cette explorer dans le film magique et fantastique Wicked pourrait tourner petit à petit en exploration de l'horreur et pourrait révéler de très grands secrets qui dépassent largement le cadre d'Hollywood. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On explore ici, comme toujours, en profondeur ce qui se cache vraiment dans les coulisses de l'industrie. Pensez à prendre vos pop-corn, à vous installer bien confortablement. Pour comprendre ce qui arrive à Ariana Grande, il faut tout d'abord se pencher sur les origines du film dans lequel elle joue, qui sont loin d'être anodines. Si les gens savaient ce qui est arrivé à Judy Garland, ça les rendrait malades, parce que la même chose arrive en ce moment. Nous sommes en 2021 et les studios Universal Pictures s'apprêtent à lancer le tournage d'un film très attendu, Wicked.
Ça fait des années, depuis plus de 20 ans que ce projet de film est évoqué. Wicked est en fait l'adaptation d'une comédie musicale culte de Broadway qui s'insère dans l'univers du Magicien d'Oz. Et justement, la dernière fois que cet univers avait conquis le grand écran avec un grand projet, c'était avec le film du Magicien d'Oz en 1939. Ce film, qui a séduit les petits et les plus grands, s'est imposé comme un classique du cinéma. Il est souvent cité encore aujourd'hui comme l'un des plus grands films de tous les temps, mais l'immense succès du Magicien d'Oz et tout son univers féerique et bon enfant cache une très sombre réalité, le tournage du film. Enfants sous substance et abusés, hommes qui frôlent la mort, géantes, actrices brûlées. C'était l'un des pires tournages qu'on puisse imaginer. Les acteurs ont tout d'abord dénoncé les conditions de travail très contraignantes. Jusqu'à 18 heures par jour, sans clim, sous 40 degrés, il y avait des évanouissements sur le plateau de tournage. Le maquillage de la sorcière verte était inflammable et pendant une scène avec des flammes, il a brûlé le visage de l'actrice. L'acteur qui jouait l'homme en aluminium s'est quant à lui retrouvé hospitalisé au bout de 10 jours de tournage à cause de l'aluminium qu'il y avait dans son maquillage, qu'il a respiré et qui allait dans ses poumons. Son remplaçant a subi une autre forme de torture puisque son costume était si rigide qu'il était incapable de s'asseoir pendant l'ensemble du tournage. Donc il a fait ses fameuses 18 heures de travail par jour debout. L'un des producteurs, Marvin Leroy, a également confié que ce tournage a donné lieu à toutes sortes de débordements dans les hôtels de tournage. Alcool à flot, bagarres et... La police a dû intervenir selon lui à de nombreuses reprises, presque tous les soirs. Ce sont en particulier les acteurs qui interprétaient les Munkins, à savoir plus de 120 personnages de petite taille qui sont à l'écran toutes mignonnes et innocentes, qui sont visés dans ces dérives qu'il y avait à l'hôtel. L'actrice qui a le plus souffert durant ce tournage est sans aucun doute l'actrice principale, une certaine Judy Garland. L'histoire de Judy Garland, je vous préviens, fait froid dans le dos et elle résonne beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire avec la vie d'Ariana Grande. Pendant le tournage du Magicien d'Oz, Judy Garland, âgée de 16 ans, a subi toute forme d'humiliation. Le grand patron des studios en particulier l'a constamment harcelée. Judy a donc subi des abus émotionnels, mais aussi physiques et selon les mémoires de son mari. Certains hommes de 40 ans de plus qu'elle se permettaient de placer leurs mains sous sa jupe. Judy était aussi soumise à un régime très strict à base de soupe pour être la plus mince possible. L'actrice a été introduite à Hollywood par sa mère, une mère complètement obsédée par la popularité et l'argent qu'elle gagnait à travers le succès de sa fille. Pour ne pas entraver ce succès justement, la mère de Judy n'a pas empêché tous ces abus. Bien au contraire, elle est même la première à avoir mis Judy sous substance afin de la rendre plus docile et plus rentable. Et justement, tout au long du tournage du Magicien d'Oz, Judy Garland était mise sous substance. Malgré toutes ces horreurs vécues en coulisses, Judy sera une immense star de cinéma, une véritable icône idéalisée par ses millions de fans et récompensée par les récompenses les plus prestigieuses. Mais comme pour le film du Magicien d'Oz, qui paraissait magique seulement de l'extérieur, l'image que renvoyait Judy n'était qu'une façade, la vérité étant qu'elle était totalement détruite de l'intérieur. Judy est tombée dépendante à de nombreuses substances qui lui étaient données pendant ses tournages, substances qui lui permettaient vraisemblablement d'oublier tous ses traumatismes, mais aussi à quel point sa vie, dictée par son entourage toxique, n'avait aucun sens. Judy Garland a dit « Ils m'aiment tous quand je suis sur scène. Puis quand c'est fini, que je n'ai plus mes vêtements, qu'il ne reste plus que moi, un sac d'os, je me demande quand est-ce que tout cela prendra enfin fin ?» Et les dépendances de Judy l'ont conduite à sa perte, puisqu'elle est décédée d'une overdose en 1969 à 47 ans.
C'est précisément à cause des barbituriques qu'elle est décédée, à savoir la même substance qui a emporté Marilyn Monroe. Et détail intéressant, Judy Garland fréquentait justement le trio Marilyn Monroe et les frères Kennedy, qui sont eux aussi morts étrangement dans la même décennie. Et dans la même lignée, il y a de nombreuses théories autour de la mort de Judy Garland qui auraient pu être orchestrées, notamment au vu de tous les secrets d'Hollywood que l'actrice connaissait, des grands noms qu'elle aurait pu faire tomber. Si vous vous êtes un peu renseigné sur ce qui se passait dans les années 60 à Hollywood, ou que vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'il se passait beaucoup de choses très sombres et suspectes à cette période. La politique et la mafia étaient indissociables d'Hollywood. Donc c'est absolument pas inimaginable que la mort de Judy cache quelque chose de plus sinistre, surtout que Judy commençait dans les dernières années de sa vie à être plus lucide sur sa carrière et à dénoncer les studios, ainsi que sa mère qu'elle idéalisait pendant très longtemps. Elle était jalouse de moi parce qu'elle n'avait absolument aucun talent. Le showbiz est hideux selon moi. Malgré le public bien sûr, j'aime mon public mais je n'aime pas la traînée de sang qui sépare l'artiste du public, mais vous le savez ça j'imagine. Un assassinat déguisé en overdose aurait donc pu arranger de nombreuses personnes autour d'elle, même si ça ne reste qu'une théorie. Quoi qu'il en soit, la vie dramatique de Judy Garland et tout ce tournage de l'horreur hantent tout l'univers du Magicien d'Oz, et par conséquent celui de Wicked, qui, je vous le rappelle, est directement intégré à cet univers. Mais toutes ces dérives appartiennent au passé. Judy Garland est décédée depuis plus de 50 ans maintenant, toutes les personnes qui lui ont fait subir des abus nous ont eux aussi quittés, et la société a évolué depuis. La parole s'est libérée sur ce genre de dérives d'Hollywood, qui appartiennent officiellement au passé. Le monde du Magicien d'Oz, surtout, fait rêver. Alors il n'y avait aucune raison légitime pour empêcher le tournage de Wicked qui se préparait en 2021. L'une des missions les plus importantes pour les réalisateurs était de trouver les deux actrices pour interpréter les personnages principaux. Si on résume un peu grossièrement ces deux rôles, c'est le rôle de la méchante sorcière, Elphaba, et celui de la gentille sorcière, Glinda. Pour le rôle d'Elphaba, les équipes du film ont pensé à la superstar Lady Gaga, mais leur choix définitif s'est finalement tourné vers Cynthia Erivo, une actrice moins connue, mais très talentueuse, à la voix puissante. Durant les castings, l'alchimie entre Cynthia et les candidates qui voulaient jouer le rôle de la gentille sorcière ne passait pas très bien. L'actrice affirme, je cite, « Heureusement que ce n'est pas les deux actrices avec lesquelles j'ai passé le casting qui ont eu le rôle. » Elle faisait comprendre, sans entrer dans les détails, que le contact n'était pas très bien passé. Mais heureusement pour Cynthia, les réalisateurs du film ont finalement eu l'idée de confier ce rôle convoité à une autre personne, à savoir l'une des artistes les plus incontournables de notre époque, Ariana Grande. Ariana rêve depuis toute petite de participer à ce film. Petite, elle était une grande fan du Magicien d'Oz et de la comédie Wicked. Ici, auprès de ses parents, elle portait les mêmes habits que le personnage principal. En 2011, elle tweetait « Je voudrais jouer le rôle de Glinda ». En 2018, elle confirmait à quel point ce rôle lui tient toujours à cœur. J'aime tellement cette comédie musicale. Vraiment, je suis prête à tout pour avoir ce rôle. J'irai voir les producteurs des studios avec un café tous les matins pour qu'ils me remarquent s'il le faut. C'est réel, je voudrais qu'ils me signent. Et j'ai pas beaucoup de rôles de mes rêves comme celui-ci. Et en 2021, donc pendant les castings, Ariana était dans une période de calme. Elle, qui a enchaîné les projets depuis petite, s'était finalement décidée à ralentir. Elle venait de sortir un album beaucoup plus posé et mature que ceux de ses débuts, et venait de préciser que cet album allait être le début d'une longue pause dans sa carrière musicale. La chanteuse a même précisé récemment que dans sa tête, à cette période, cet album devait être son tout dernier. Tant elle voulait prendre ses distances avec l'industrie et s'orienter plutôt vers le cosmétique. Ariana était aussi à cette période une jeune mariée qui voulait s'accorder un peu de repos bien mérité. Mais quand l'opportunité d'être dans le film de ses rêves s'est présentée à elle, Ariana Grande n'a tout simplement pas pu refuser. Nous t'avons choisi pour le rôle de Glinda. Oh mon Dieu!
Merci beaucoup. Je l'aime tellement. Je vais prendre soin d'elle. Mettre sa carrière sur pause pouvait finalement attendre le temps de ce film, mais ce film va complètement chambouler sa vie, aussi bien physiquement que mentalement. La vie de la chanteuse va changer sur le plan professionnel, puisque depuis elle a décidé de revenir dans l'industrie musicale. Mais ce film va aussi changer sa vie personnelle, puisqu'elle quittera son mari en partie à cause de ce film, et elle nouera bien sûr une amitié hors du commun avec sa collègue de tournage Cynthia Erivo. À l'écran, le duo est très efficace. Leurs voix s'harmonisent parfaitement dans les dizaines de chansons qu'elles interprètent tout au long du film, et toutes ces scènes ensemble ont forcément rapproché les deux actrices. Rien d'étonnant, comme dans n'importe quel travail, et encore plus dans le milieu artistique, on est forcément amené à tisser des liens avec ses collègues. Mais ici, ces liens vont très loin. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Ce fut un plaisir de passer du temps avec toi. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance et j'espère que tu seras là pour le reste de ma vie. Oh oui, je le serai. Et j'espère que toi aussi, ça a été le privilège de ma vie. Et je t'aime. J'espère que tu auras toujours mon amitié auprès de toi. Aujourd'hui, Ariana Grande et Cynthia Erivo ne se lâchent plus. Et pas seulement au sens figuré, au sens propre aussi, puisqu'elles se tiennent constamment la main. C'est Ariana en particulier qui cherche constamment la main de Cynthia. Je canalise beaucoup d'énergie à travers ma main, c'est pour ça que je dois constamment tenir une main. C'est pour ça que tu tenais le doigt de Cynthia ? Ici, Ariana et Cynthia se tenaient la main en regardant une compétition de gymnastique. Et ce qui rend la situation très bizarre, c'est que la personne qu'on peut voir à droite est la petite amie de Cynthia. Donc logiquement, si Cynthia devrait tenir une main, ce serait plutôt celle de la personne à droite. Les actrices ont de nombreux tatouages en commun, dont un qu'elles gardent secret. On a fait le même tatouage ici pour que quand on se prenne la main, nos tatouages se touchent. C'est vraiment fou. Non, c'est ridicule. Mais on a aussi des chiots. Oh oui, on a aussi des chiots. J'aime trop les chiots. Elles sont aussi extrêmement émotives pendant quasiment toutes leurs interviews faites pour la promo du film, et il y en a eu plus d'une 50aine, elles finissent pratiquement toujours par pleurer. Oh non, c'est pas le moment, l'hélicoptère! Allez, va ailleurs! Parfois sur des questions qui n'ont pourtant en apparence rien de très émouvant. Quelle a été la réaction de ton père quand il a appris que tu avais le rôle ? Oh non bébé, ça va aller. Wow! Il a pleuré. À chaque question qui leur sont posées, elles ont des réactions assez extrêmes et décalées. Si vous devez donner une couleur pour décrire l'aura de l'autre, ce serait laquelle ? C'est une bonne question. Du jaune, du soleil. Pour moi, oh merci. Mais il y a aussi du violet. C'est très bien. Oh non, attends, j'ai vraiment dit la couleur violette. Oh non, ça me dérange pas. Je viens vraiment de dire que l'aura de Cynthia Erivo était violette. Oh non, c'est pas grave, je trouve que c'est plutôt charmant, moi. Pour toi, je vois un ciel bleu. C'est un peu aquatique. Oh, mais merci beaucoup. Désolée, c'est très spécifique. Et je vois un peu d'orange. Waouh, merci beaucoup. Mais on nous a jamais posé cette question avant. C'est vraiment une bonne question. On t'aime vraiment beaucoup.
Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ni l'une ni l'autre n'avaient une personnalité comme ça par le passé. C'était assez rare pour les deux actrices de pleurer en public. Ariana refuse aujourd'hui de faire des interviews sans Cynthia. Oui, alors que Cynthia était malade au point de ne pas pouvoir faire d'interview, Ariana Grande a refusé par solidarité selon ses dires de faire une interview elle aussi. Ariana est donc d'une solidarité extrême et Cynthia de son côté est d'une vigilance extrême en ce qui concerne Ariana. Elle guette tous ses faits et gestes, parfois même les plus insignifiants comme ouvrir une bouteille d'eau. En pleine interview, elle réajuste le collier d'Ariana, un collier qui était pourtant parfaitement ajusté. Quelque chose la dérange ici. Elle va régler le problème et tout remettre en ordre. Je la connais, c'est Cynthia Erivo. Oh merci. Cynthia lance des regards menaçants aux personnes qui s'approchent d'un peu trop près d'Ariana. Quand la vie d'Ariana Grande a croisé celle de ce jeune homme qui a comme objectif de toucher un maximum de célébrités, ma meilleure amie, c'est Ariana Grande et je vais la rencontrer. C'est Cynthia qui a pris la défense d'Ariana avant même les gardes du corps. La situation était ici très particulière puisque ce jeune homme est très particulier. D'ailleurs, il a fait 9 jours de prison après cet incident, mais la chanteuse, même en dehors de ce contexte, paraît assez fragile et Cynthia semble constamment là pour la protéger. Cet extrait est devenu viral sur TikTok, on y entend une musique effrayante, tout porte à croire qu'Ariana était à 2 doigts de se casser le bras à cause d'une poignée de main, telle une poupée en porcelaine, et que Cynthia est venue à sa rescousse. Mais en voyant l'extrait dans sa globalité, la situation est beaucoup moins alarmante, puisqu'Ariana semble plutôt être en train de jouer de la situation, de cette poignée de main bien trop forte avec un humour que Cynthia semble comprendre parfaitement. D'autres extraits comme celui-ci où elles partent discrètement ensemble de la cérémonie des Oscars mènent à penser que les deux actrices sont dans leur propre monde avec leur propre humour et que tout ce qu'on peut voir pourrait être un jeu. Ce qui nous amène finalement à notre première piste, la piste 1, Ariana et Cynthia jouent un jeu. Ariana Grande est connue pour ses comédies en public. Par exemple, ici, elle gagnait une récompense et s'était comportée comme si cette récompense était bien trop lourde pour elle. Puis elle a confirmé par la suite qu'il s'agissait d'une blague un petit peu de mauvais goût parce que les gens s'étaient inquiétés. C'est juste que j'ai vu l'opportunité de faire ça. Je me suis dit go, et des gens étaient inquiets. Bah oui, c'est une actrice les gars. Désolée. Ariana et Cynthia sont actrices. Les actrices, ça s'est pleuré sur commande. Et leur jeu pourrait avoir une grande utilité. Parce que toutes ces scènes extrêmes font parler de leur film, ça participe à la promo du film. C'est ici une stratégie aussi vieille qu'Hollywood. À l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, les shows romances étaient presque obligatoires. De nombreux acteurs devaient faire croire à une grande proximité, voire même d'être en couple avec leurs collègues de tournage, pour attirer l'attention et pour vendre plus de places. Il y a des exemples bien plus récents avec Glenn Powell et Sydney Sweeney qui ont reconnu avoir accentué leur proximité pour faire parler de leur film. Le milieu du divertissement est un milieu de l'attention. Il faut capter l'attention d'une manière ou d'une autre et leur comportement pendant la promo, à l'époque des réseaux sociaux, est le meilleur moyen de capter cette attention. Tous ces extraits alimentent tout un tas de spéculations, dont d'ailleurs une récurrente qui voudrait qu'Ariana et Cynthia soient toutes les deux en couple. En finalité, toutes ces vidéos contribuent à faire une grande promo pour le film dont tout le monde entend parler. Le film a explosé au box-office et cette tournée promotionnelle, pas comme les autres, a certainement pu y contribuer. Bien sûr, cela n'exclut pas une sincère grande amitié entre Ariana et Cynthia, mais toutes les deux pourraient très bien tout accentuer à l'extrême. Ce serait en tout cas un super coup de com', il faut le reconnaître. La piste du jeu médiatique, le fait que toute cette promo puisse être une mise en scène, est une piste dont on entend peu parler, peut-être parce qu'elle n'est pas très sensationnelle, mais pourtant elle paraît très cohérente quand on connaît les rouages d'Hollywood.
Cependant, certains éléments font que cette piste pourrait ne pas être l'unique explication. Perdre du poids pour faire parler de leur film, entre autres, serait assez extrême pour être un coup de com'. Et surtout, au vu du très lourd passif d'Ariana Grande, ce serait une analyse superficielle de penser que tout ça est juste un jeu pour elle. La carrière d'actrice d'Ariana Grande a explosé à ses 16 ans grâce à la série Victorious diffusée sur Nickelodeon. Cette série avec ses jeunes acteurs était destinée à un jeune public avec des scénarios en apparence bon enfant. Mais en coulisses, l'ambiance était bien différente. Des acteurs et parents d'acteurs ont dénoncé certains éléments pouvant inquiéter quant aux conditions de travail chez Nickelodeon. Ils organisaient des genres de fêtes où les parents n'avaient pas le droit d'être là. Et ils nous donnaient de l'alcool. Ma mère les a arrêtés sur leur lancée. C'est pour ça qu'ils l'ont détestée. C'est parce qu'elle a empêché certaines avances. À plusieurs reprises sur le plateau, ils étaient en mode « On aimerait inviter Brian à notre fête ». Et moi, j'étais en mode « Comment ça seulement Brian ?» Et eux me répondaient « Oui, juste Brian ». Et moi, je disais « Oula non ». Clairement, ils aiment pas les mères qui protègent leurs enfants, mais moi je m'en fiche, ils sont pas obligés de m'aimer. Alors finalement, ils nous ont fermé la porte et moi j'ai dit « Bah ok, comprenez bien que je ne suis prête à rien pour l'argent, certainement pas à compromettre mon fils. » Janet McCurdy, l'une des collègues d'Ariana Grande, a sorti un livre en 2022 où elle affirmait avoir refusé $300,000 en échange de son silence sur ce qui se passait en coulisses à cette période. J'ai choisi le chemin de l'intégrité. Et ça n'a pas toujours été facile. Selon elle, on lui demandait de faire des massages au patron, on l'a forcée à boire de l'alcool, elle était dans une ambiance d'hypersexualisation constante avec un patron qui l'humiliait. Il me hurlait dessus en me disant « Tu finiras par travailler dans un magasin de yaourts si tu travailles pas pour moi. » Janet accuse sa propre mère qu'elle n'a jamais pardonné de l'avoir manipulée et exploitée financièrement en toute connaissance de cause dans ce système toxique. Après toutes ces dénonciations, ces bruits de couloir à droite à gauche, en 2024, ces dénonciations ont pu être regroupées et documentées avec le documentaire Quiet on Set. De nombreux acteurs ont confirmé toutes ces allégations. Alcool à flot pour les ados, hypersexualisation avec une obsession en particulier pour les pieds. Une obsession qui n'a d'ailleurs jamais été vraiment cachée au vu de certaines scènes de la série. Il a aussi été dénoncé qu'on leur montrait des vidéos très inappropriées. Les accusations les plus graves ont été portées par l'acteur Drake Bell qui raconte avoir vécu le pire. Vous pensez que c'est quoi la pire chose qu'on peut faire subir à quelqu'un qui soit séduit ? Vous aurez la réponse à ce qu'on m'a fait. Je sais pas comment le dire autrement. Si le producteur que visait Drake Bell a fini par faire de la prison, l'une des autres personnes mises en cause dans le documentaire est en totale liberté. Il s'agit de Dan Schneider. C'est le grand patron de tous ces programmes mis en cause chez Nickelodeon. Donc ici, on est sur quelqu'un de très puissant. Et c'est clairement lui qui était derrière toute cette ambiance toxique selon le documentaire. D'ailleurs, il ne cache pas avoir une fascination pour les pieds sur ses propres réseaux sociaux. Mais Dan a démenti les accusations les plus graves. Il a porté plainte pour diffamation, il a aussi fait une vidéo sur YouTube pour s'excuser. J'ai eu des comportements gênants. Je les regrette et je dois sans aucun doute des excuses à certaines personnes. S'il y a eu un élan de solidarité entre les acteurs pour faire tomber le producteur, une absence s'est faite remarquer, celle d'Ariana Grande. La seule fois où elle a parlé de ses dérives, c'était assez brièvement dans un podcast, après le documentaire. Oui, je pense que l'environnement de travail aurait besoin d'être plus sécurisant quand des enfants sont là pour être acteurs. Je pense qu'il devrait y avoir des thérapeutes. Je pense que les parents devraient être autorisés à venir quand ils veulent, même si vers la fin, ma mère était autorisée à venir sur le plateau.
Parce que ta mère n'était pas autorisée à venir? Oh bah, quand on était plus jeune, elle pouvait venir à quelques répétitions. C'était très occasionnel. Je crois que c'est vers la fin qu'elle était plus présente. Bien qu'elle ait abordé ce sujet grave et que ça ne doit pas être facile tant c'est chargé en émotions, Ariana est restée assez vague. Elle n'a donné aucun nom, elle n'a dénoncé personne. Elle semble un peu détachée, elle ne sait pas trop, elle est hésitante. Elle est même parfois un peu cliché. Vous savez, je pense que tout le monde est très fort dans cette pièce. Tu ne les connais pas? Beaucoup de rumeurs s'accordent à dire qu'elle est peut-être aujourd'hui soumise à un accord de confidentialité, qu'elle a peut-être, contrairement à Janet, accepté de l'argent en échange de son silence. Nickelodeon vous a proposé des centaines de milliers d'euros pour votre silence. J'ai choisi le chemin de l'intégrité. Quoi qu'il en soit, son attitude surprend. D'ailleurs, Ariana est aujourd'hui l'une des rares actrices issues de Nickelodeon à suivre Dan Schneider sur Instagram. Ce serait étonnant qu'Ariana soit l'une des rares des castings de Nickelodeon à n'avoir subi aucun abus grave, surtout lorsqu'on voit certaines scènes de la série que les producteurs lui faisaient faire. I'm soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Ew! On! Give up the juice! Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? Toutes ces images, aussi malaisantes soient-elles à regarder, démontrent bien l'ambiance malsaine et très problématique qu'il y avait sur le plateau de tournage, avec des acteurs mineurs, et qu'Ariana n'y a pas été épargnée. Bien au contraire, elle semble faire partie de ceux qui ont été le plus exposés, même si, encore une fois, elle n'a jamais vraiment dénoncé quoi que ce soit sur cette période. Après ses débuts chaotiques dans le show business avec Nickelodeon, Ariana a conquis l'industrie musicale en étant épaulée par un certain Scooter Braun, qui est devenu son manager. Ariana est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Elle est vraiment charmante. Et la célébrité est venue tellement vite, elle ne savait pas comment gérer ça. C'est pas du tout ce qu'elle cherchait. Elle n'aime pas du tout les caméras. Elle voulait juste chanter. Scooter Braun, c'était aussi le manager de Justin Bieber et de Kanye West. Pour ceux qui ont vu les vidéos les concernant, vous savez quel genre de manager est Scooter Braun. C'est le genre très manipulateur qui fait signer de très mauvais contrats. Il est piégé par un contrat face à des personnes très puissantes. Scooter Braun est très contrôlant puisqu'il choisit entre autres avec qui les célébrités seront en couple. Comment as-tu fréquenté Ariana Grande? C'est Scooter Braun. J'allais pas très bien et puis il a eu l'idée de me la présenter. Ce mec fait toute ma carrière. Scooter Braun est aussi réputé pour prendre beaucoup d'argent sur le dos des artistes, et c'est aussi le genre de personne aux fréquentations douteuses, puisque pour assurer ses activités dans l'industrie, il a reçu un soutien financier d'un grand fonds d'investissement privé qui finance notamment des attaques contre la population du Yémen. Gérée dans l'ombre par un homme douteux, la carrière d'Ariana Grande sera quant à elle fulgurante. Au-delà de sa voix angélique et puissante, de son talent indéniable, c'est grâce à un schéma très classique pour les ados superstars d'Hollywood qu'Ariana atteindra le sommet. On a comme d'habitude un premier album tout innocent, quelque chose qui s'adresse aux enfants, aux ados. La pop star s'est ensuite dirigée vers une image très sexualisée,
puis vers un troisième album plutôt sombre, ce début de carrière suit donc un schéma classique, très pop commercial, presque formaté avec des musiques efficaces pour la radio, sans qu'elles aient beaucoup de profondeur. Et ce n'est pas une critique subjective, c'est Ariana elle-même qui le reconnaît. Elle expliquait dans une interview pour Vogue qu'elle ne se reconnaissait pas vraiment avec ce début de carrière et que certaines de ses anciennes chansons manquent cruellement de substance. Cette direction artistique n'était donc pas vraiment la sienne, c'est l'industrie qui l'a influencée, mais attention, Ariana n'a pas non plus subi ce choix de carrière, puisqu'à cette époque, elle avait un modèle en tête, une vision, suivre le modèle de Madonna, dont elle a toujours été fan et qui a ouvert la voie à ce modèle de pop star. Elle nous a permis à tous d'être ici. Elle a payé le prix pour nous toutes. Et en 2016, justement, Ariana Grande a eu la chance d'être auprès de son idole sur scène. Je suis très contente de te voir, Ariana Grande. Mais l'attitude de Madonna était extrêmement bizarre. Enlève les pointes fourchues de tes cheveux de ma vue. Et mets-toi face au public, ma fille. Tu n'iras nulle part. Cette scène ressemblait plus à une humiliation publique qu'à une blague ou à de l'art. Puisqu'Ariana se fait retirer ses vêtements alors qu'elle ne veut pas les enlever, puis elle semble ne pas comprendre la tournure de ce qui lui arrive, même si elle tente de faire bonne figure. Je pense que je ne t'ai pas donné assez de fessées. Tout le monde sait que la vraie pétasse de la soirée a toujours une surprise. Alors ma belle, je te prie d'accepter un grand prix. Ok les gars, ramenez-lui son prix. Cachez-le! Cachez-le! Est-ce que tu as déjà vu cette b***ette avant? C'est une banane. Tu peux faire tellement de choses avec une banane. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette banane? Je pourrais la manger. Ok, mais est-ce que tu as déjà... Vivre une scène de la sorte est très intimidant, en particulier quand on est face à son idole qui a plus de 2 fois notre âge et que des milliers de personnes nous regardent. Et c'est d'autant plus oppressant pour une personne qui a le passé d'Ariana, qui a vécu dans un environnement toxique et humiliant. Ce qu'elle vivait, sous couvert de spectacle, coche toutes les cases des rituels d'humiliation. Dans sa dimension psychologique, un rituel d'humiliation sert à baisser l'estime de la personne via une humiliation plus ou moins douce publique. La personne qui subit ce rituel est brisée de l'intérieur. Elle devient plus docile. Elle comprend subtilement qu'il y a une hiérarchie, qu'elle est inférieure et devient très manipulable. Mais un rituel d'humiliation a aussi une dimension spirituelle, bien sûr. Et à cette période, Ariana avait justement rejoint le clan spirituel de Madonna, celui de la Kabbale. Eh bien, vous pouvez remarquer que beaucoup de mes collègues ne sont plus parmi nous. Alors, on me demande souvent quel est mon secret à moi, et je répondrai que c'est ma vie spirituelle. J'étudie la Kabbale depuis 28 ans maintenant. C'est un courant du mysticisme juif, souvent désigné comme la secte des célébrités. Et la superstar américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale. Alors ses fans ont pu être surpris, certains parlent de lubie de star, mais d'autres prennent l'affaire beaucoup plus au sérieux car son organisation est considérée comme une secte. Frédéric Crotta. On va revenir sur tout cet aspect sectaire plus tard. Ce qui est sûr, c'est que les traumatismes ne s'arrêteront pas là pour Ariana, bien au contraire. Elle subira des mains inappropriées sous l'œil des caméras. Puis elle vivra surtout le pire le 22 mai 2017, puisque 22 de ses fans perdront la vie à la suite d'un drame absolu dont elle ne s'est jamais vraiment remise.
Face à ce choc, elle a heureusement pu compter sur un soutien de taille, celui de Mac Miller, son compagnon à cette époque. Mais moins d'un an plus tard, il nous quittera à la suite d'une étrange overdose. La chanteuse a vécu toutes ces choses traumatisantes, et tout ça entre son adolescence et le début de sa vingtaine, donc dans sa période de construction identitaire. Il y a tous les éléments pour être complètement brisé de l'intérieur. Parce que ta mère n'était pas autorisée à venir? Tous les éléments sont là pour être totalement traumatisé, brisé mentalement. Elle partagera justement des photos de l'état de son cerveau en 2019 et on peut voir qu'il ne présente rien de ce qu'un cerveau sain et en bonne santé devrait avoir. Ariana souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Les effets sont multiples puisque son cerveau est en fait bloqué en mode danger avec une hypervigilance permanente. Une personne qui vit avec ce syndrome peut revivre en boucle ses traumatismes avec des flashbacks, des cauchemars. Elle peut rester longtemps coupée de ses émotions, être totalement détachée du monde réel, détachée d'elle-même. Tout le raisonnement normal du cerveau d'Ariana Grande est totalement perturbé. Elle vit en fait dans une confusion permanente. Mais paradoxalement de cette destruction intérieure, la chanteuse sera adulée dans le monde extérieur. Elle enchaînera les records. Tu détiens la place de numéro 1, de numéro 2 et de numéro 3 du Billboard. Elle fera des spectacles acclamés comme celui de Coachella auprès de P. Diddy. À cette période, d'ailleurs, tout le monde idéalisait P. Diddy, mais un certain Kanye West nous avertissait qu'il se passait des choses pas très claires dans cette industrie concernant P. Diddy. P. Diddy et tous ces gars-là sont faux, qu'ils aillent se faire. Ils sont sous contrat, ce sont des agents. Personne n'a vraiment cru Kanye à l'époque, mais le temps a fini par lui donner raison. Ariana était bel et bien, une fois de plus, auprès d'un prédateur relié à de sombres dossiers. Kanye West, qui avait surtout la même équipe qu'Ariana Grande, a également dénoncé les sombres techniques que les personnes derrière la carrière des artistes utilisaient pour avoir un contrôle total et s'enrichir sur le dos des artistes après les avoir brisés de l'intérieur. C'est du contrôle mental et vous devez le comprendre. Ils veulent nous monétiser et nous traumatiser. À chaque fois qu'ils ont dit que j'étais fou, c'est que je disais la vérité. Selon lui, pour avoir une emprise et un contrôle total sur la célébrité et sur leur impact dans la société, ces groupes étaient prêts à sacrifier les proches de l'artiste. Ma mère a été sacrifiée, vous comprenez ? Kanye exposait en particulier le coach qui a vu Mac Miller dans les 48 heures avant son décès. Ce coach était aussi le coach d'Ariana Grande et il est accusé de donner des médicaments très puissants à ses clients. Si vous avez vu la vidéo concernant Kanye West, vous savez qu'il sortait des preuves et que des journalistes lui ont donné raison et ont lancé des alertes quant à des zones d'ombre factuelles qu'il a exposées ici. En se basant sur ces textes, ça ressemble vraiment à un crime. Pourquoi personne n'a enquêté là-dessus? Le fait que personne ne l'ait fait nous en dit beaucoup. Je considérerai toujours Kanye comme un survivant et je le respecterai toujours profondément pour avoir eu le courage d'exposer ce qu'ils lui ont vraiment fait. Et si les gens arrêtaient de se moquer, mais commençaient au contraire à écouter attentivement ce qu'il a dit, on pourrait dissiper une grande partie du mal qui se passe à Hollywood depuis sa création. J'ai quitté Los Angeles. J'ai rompu mes liens avec beaucoup de gens là-bas parce que c'est diabolique. Oh, et si jamais on me tue après cette interview, ça veut dire que tu auras eu ma dernière. Alors, tu peux me remercier. Ici, c'est Jeffree Star, l'un des plus grands influenceurs américains qui opère dans les mêmes secteurs qu'Ariana, à savoir le cosmétique, la musique et surtout l'influence.
et il dépeint toute une réalité masquée derrière ces industries, infiltrée par des influences cachées, puissantes et baignées dans des pratiques occultes. Les gens qui obtiennent trop de contrôle, peu importe dans quoi, deviennent souvent gourmands, égocentriques, et ça finit par rendre les secteurs très mauvais. Ok, et là on parle d'une société secrète. Est-ce que les célébrités et les sphères politiques y sont liées? C'est que les célébrités sont utilisées comme des vaisseaux. J'ai l'impression que tu me parles en énigme. Pourquoi est-ce que tu m'expliques pas tout directement? Je suis obligé si je veux pas avoir un problème avec mon avion, par exemple. Ils détectent le potentiel que tu as pour changer la culture populaire. Puis, ils vont te faire signer des contrats horribles. Ça, les gens l'appellent vendre son âme. C'est assez subtil de vendre son âme. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de garder mon âme, même si on m'a fait beaucoup de propositions. Et en parlant de société secrète, la société de management derrière Ariana Grande, depuis 2011, donc depuis l'ère de Nickelodeon, est la CIA, une grande société qui, lorsqu'on la regarde d'un point de vue aérien, a curieusement la forme d'un œil dans un triangle, qui fait penser aux supposés groupes occultes et sociétés secrètes. Concrètement, si comme Jeffree Star ou Cynthia Erivo, vous pensez que ces groupes existent... Donc les Illuminati existent? Oui. Est-ce que les Illuminati existent? Je pense que oui. Ici, il y a largement de quoi penser qu'ils y sont liés. Au-delà des théories reliées au triangle et à l'œil, il y a incontestablement une réelle sombre facette d'Hollywood. Une facette dont parle de plus en plus Justin Bieber d'ailleurs. Et cette sombre facette ne semble pas avoir épargné Ariana Grande. Au vu de leur entourage qui sont les mêmes et de toutes les zones d'ombre dans la carrière de la chanteuse, de toute l'influence qu'elle a aussi dans la société, ça semble assez utopique de penser qu'elle y a été épargnée. Même s'il n'y a pas une preuve irréfutable, tous ces indices mènent donc à penser qu'Ariana a été victime d'un sombre entourage discret placé au-dessus d'elle dans un sombre système hollywoodien. Mais en 2023, alors que le tournage de Wicked avait commencé et qu'il était sur pause pendant quelques mois, voilà qu'Ariana Grande prenait une grande décision dans sa carrière, celle de quitter Scooter Braun. Elle explique cette décision en 2025 en disant que cette équipe de management lui avait fait perdre toute la joie qu'elle avait pour la musique. Toujours en 2023, Ariana commençait aussi à expliquer à quel point elle était malheureuse et sous substances psychoactives lorsque tout le monde l'idéalisait. J'étais sous beaucoup d'antidépresseurs. Je buvais de l'alcool en même temps. Je mangeais mal. J'étais au point le plus bas de ma vie, mais j'avais l'apparence que vous estimez être la plus saine. Ariana faisait comprendre à quel point tout ce que peut renvoyer cette industrie du spectacle peut être illusion et trompe-l'œil, comme ont pu le démontrer bien d'autres artistes d'ailleurs. Ariana Grande semblait donc entamer une véritable reconstruction intérieure. Une reconstruction saine vers plus de lucidité et d'authenticité, et le timing ici est très intéressant. Elle a eu toutes ces prises de conscience alors que le tournage de Wicked avait commencé. Alors on peut légitimement se demander si ce film, ce nouvel entourage, sa nouvelle meilleure amie ne lui ont pas permis d'avoir ces prises de conscience, de prendre enfin son indépendance, de se réapproprier finalement sa propre vie, après avoir été utilisée, rentabilisée par des mauvaises personnes tout au long de sa carrière. Est-ce qu'Ariana aurait enfin trouvé un entourage sain dans cette industrie? Je me suis perdue dans cette industrie de fous. Et je ressens vraiment qu'avec ce projet, j'ai pu revenir à la petite Ariana que j'étais. Cynthia est une vraie extraterrestre, mais on parle le même langage. Et d'une certaine manière, on était destinés à faire ce film ensemble. On se sent en sécurité à chaque instant quand on est ensemble. Cet entourage lui permet-il enfin de se reconstruire, loin de toute confusion mentale? C'est ce que laissent entrevoir toutes les déclarations de la chanteuse. Si on lit entre les lignes, très souvent dans ses dernières interviews, en parlant du personnage de Glinda, Ariana semble en réalité parler d'elle-même et de sa reconstruction grâce à ce personnage.
Je pense qu'elle est restée dans un déni pendant très longtemps et je pense que ça a commencé quand elle était enfant. Il y avait tellement de projections pour elle, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et puis les traumatismes se sont enchaînés. Alors elle ne voyait que de la perte partout où elle regardait. Et il y avait tant de gens qui prétendaient l'aimer. Ça lui a donné un faux sentiment d'importance. Glinda a une capacité innée à faire jaillir la lumière dans les ténèbres et à apporter de la légèreté partout où elle va, même dans la douleur. Je suis si reconnaissante d'avoir autant appris d'elle ces 3 dernières années. Et tous ces éléments nous mènent à la piste 2 de notre grande question, la piste la plus optimiste. Ariana est en pleine reconstruction et Cynthia pourrait l'aider dans cette démarche. Cynthia connaît bien les rouages d'Hollywood et semble avoir un regard plus large et plus conscient qu'Ariana sur les influences qui y circulent. Est-ce que les Illuminati existent? Je ne sais pas. Est-ce que les Illuminati existent? Je pense que oui. Mais ne croyez surtout pas que c'est parce que j'en fais partie. Cynthia est très spirituelle, très ancrée dans une logique de pleine conscience qu'elle élargit dans son choix d'alimentation d'ailleurs. Je fais en sorte de manger de bonnes choses, et même dans l'avion. Je n'accepte jamais la nourriture. J'espère que les compagnies aériennes ne vont pas m'en vouloir de partager ça, mais je préfère apporter ma propre nourriture. Je veux savoir exactement ce que je donne à mon corps. Dans tout ce que je fais en sorte de faire des choses qui m'apporteront de bonnes énergies. Je vais avec des bonnes personnes, je mange bien. Je mangeais mal. Je buvais de l'alcool en même temps. Cynthia Erivo ne boit pas d'alcool. Elle encourage son amie vers la sobriété dans cette industrie où boire est pourtant la norme. Et d'ailleurs, elles en rigolent ensemble en faisant semblant de boire leur champagne pendant les Oscars. Cynthia pourrait donc être un soutien solide, un point d'ancrage sur lequel Ariana, en pleine reconstruction, peut aujourd'hui s'appuyer. Même si le tournage de Wicked intrigue, il n'y a rien qui est éclaté, en tout cas pour le moment, qui prouve qu'il s'y cache une ambiance toxique, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'amour. Ariana Grande a toujours voulu être actrice depuis toute petite, mais a été confrontée aux pires dérives de ce milieu. Mais peut-être que si on est optimiste, plus d'1 décennie plus tard, elle a enfin trouvé une équipe saine. Elle est aujourd'hui épanouie avec une amitié sincère dans le film de ses rêves qui plus est. Ça pourrait clairement expliquer son surplus d'émotions. Mais aussi cette vigilance de Cynthia, qui sait ce qui se passe derrière les caméras et qui sait à quel point sa collègue a besoin d'une véritable alliée dans cette industrie. Elle prend toujours soin des gens. Si elle voit un cheveu qui dépasse, si elle voit un nœud papillon qui a besoin d'être ajusté, s'il y a un accident. Un jour, justement, j'allais me ramasser le manche à balai à la figure, et de nulle part, Cynthia est arrivée. Et boum, elle est apparue, devant mes yeux pour m'aider. Je savais même pas qu'elle était dans la pièce. Comme le confie Jeffree Star, Kanye West ou même Justin Bieber, dans cette industrie, il existe des bonnes personnes, certaines sphères qui échappent au contrôle des sombres facettes du système. Alors peut-être qu'Ariana Grande est enfin passée vers cette autre partie de l'industrie. Elle assure que son nouveau manager, Brandon Creed, lui permet de s'épanouir sans la pression qu'elle avait par le passé. Elle assure se sentir beaucoup plus connectée à son art. Je veux juste créer et faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils rigolent, qu'ils sourient, qu'ils se sentent aimés, qu'ils puissent chanter, pleurer parfois. C'est un beau sentiment aussi. Je me sens vraiment chanceuse d'être une artiste pour pouvoir faire ressentir des choses aux gens. Sa relation avec Cynthia a de quoi faire penser à une codépendance affective. Je vous invite à lire la définition de ce que ça signifie, vous verrez qu'on semble clairement être en plein dedans. Mais peut-être que c'est une étape pour Ariana, qui sort d'un véritable gouffre sans fin, avec des traumatismes complètement inimaginables, et qui a besoin d'une vraie aide pour entamer sa reconstruction. Au vu des déclarations de la chanteuse, c'est une piste très solide. Dans cette industrie, il faut se méfier des apparences. Quand tout le monde pense qu'une personne va très bien, elle est en réalité détruite intérieurement, alors l'inverse est tout aussi plausible. Le monde ne comprend pas cette transformation d'Ariana, alors qu'elle est en réalité, peut-être enfin elle-même, après avoir été un simple produit manipulé, taillé par Hollywood pendant très longtemps.
Être en bonne santé peut avoir des formes très différentes. La version avec laquelle vous me comparez est la pire version de moi-même. N'oubliez pas qu'on ne sait jamais ce qu'une personne traverse vraiment. Alors soyez doux les uns envers les autres et avec vous-même. Mais au-delà des apparences qui peuvent effectivement être trompeuses, certains éléments non négligeables mènent à penser que l'entourage de Wicked n'est pas aussi sain qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il y a de sombres red flags, donc des éléments qui ont de quoi alerter. Ariana Grande a divorcé pendant le tournage de Wicked, entre autres parce qu'elle a rencontré un certain Ethan Slater, acteur dans le film lui aussi. Ethan était lui aussi marié de son côté depuis plus de 10 ans avec son amour de collège, et il venait même d'avoir un enfant. Cette famille brisée a fait une très mauvaise presse pour le nouveau couple Ariana-Ethan, et c'est surtout Ariana Grande, à vrai dire, qui s'est ramassé tout le scandale pratiquement à elle toute seule. C'est une briseuse de ménage. Elle a un vrai syndrome, une maladie étrange. Oui. Ariana Grande est vraiment malade. Et ce n'est même plus drôle. Elle en est au stade 5. Parce que cette façon de s'interposer dans les couples et de quitter ses partenaires pour un autre est un schéma assez récurrent chez elle. À mesure que son étrange maladie progresse, les gens perdent leur petit ami, leur mari, puis le père de leurs enfants. Il commence à y avoir beaucoup de victimes. Plus sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte de l'audace qu'elle a de sortir une chanson intitulée « Le mec est à moi » ? Mais si tout le monde a été pris de pitié pour l'ex-femme d'Ethan au point d'attaquer Ariana, tout le monde a un peu oublié le mari d'Ariana Grande. Pourtant, à en croire les timings, la chanteuse l'a clairement quitté pour Ethan, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'ex-belle-sœur d'Ariana, qui laisse sous-entendre qu'Ariana l'a même quitté du jour au lendemain. Elle a d'ailleurs aussi précisé que son frère, donc l'ex-mari d'Ariana, ne pouvait pas raconter sa version de l'histoire. Elle n'a pas dit qu'il ne voulait pas, mais qu'il ne pouvait pas, ce qui fait penser qu'il est aujourd'hui soumis à un accord de confidentialité, ce qui est très étrange, parce que clairement, Ariana et son équipe n'ont pas été dérangés par les scandales, sinon ils n'auraient pas sorti la musique The Boy Is Mine. Et l'ex-femme d'Ethan a quant à elle une liberté totale pour faire du drama sur cette histoire. Les médias relayent tout ce que dit la famille d'Ethan, mais étrangement pas ce que dit l'ex-belle-famille d'Ariana. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Quelque chose qui doit être caché. Dans cette industrie, quand tout est fait pour que l'on regarde d'un côté, c'est souvent parce que c'est de l'autre côté que tout se joue. Si le mari d'Ariana a vite été oublié par le grand public, qu'à peine après s'être séparé de la star, on n'a plus jamais entendu parler de lui, qu'il est devenu une parenthèse oubliée dans la vie de la chanteuse, il pourrait pourtant être la clé pour comprendre ce qui arrive vraiment à Ariana aujourd'hui. Il s'appelle Dalton Gomez et c'est une véritable énigme à Hollywood, parce qu'il n'y a pratiquement aucune info qui est circulée sur son couple avec Ariana, ni même sur lui. Il n'est pas actif sur les réseaux sociaux, aux très rares infos qu'on peut lire sur lui, il a un train de vie complètement normal. C'est un agent immobilier spécialisé dans le luxe, très bosseur qui s'est fait sa carrière tout seul. Et Ariana l'a rencontré par hasard alors qu'elle cherchait justement une maison en 2020. Ce qui a vraiment séduit Ariana, c'est le fait qu'il se fichait complètement qu'elle soit une célébrité. Il se fichait totalement du fait qu'elle soit Ariana Grande. Il ne savait d'ailleurs même pas vraiment qui elle était. Très discret, loin du show business, Dalton est aussi très famille. Il a été rapporté qu'il vivait chez ses parents avant d'emménager avec la chanteuse. Il a aussi été rapporté qu'il était très croyant, pratiquant, chrétien, ce qui contraste beaucoup avec Ariana Grande qui aux dernières nouvelles était dans la spiritualité kabbale d'Hollywood. Dans cette idylle secrète, Ariana Grande s'est mariée en petit comité avec une vingtaine d'invités seulement, dont aucune célébrité. À en croire les quelques publications de la star sur cette relation, elle était remplie d'amour. Ariana écrivait que ce serait lui pour toujours. Des sources proches du couple ont rapporté qu'ils étaient dans une bulle et que Dalton l'aidait avec beaucoup de patience à guérir de tous ses traumatismes. Il était, selon ce qu'on peut lire, un vrai allié qui l'aidait à faire passer son bien-être avant sa carrière.
Une priorité que personne jusqu'ici dans son entourage n'avait trouvé bonne pour la chanteuse. Et au niveau des timings, c'est en étant mariée à Dalton Gomez qu'Ariana avait finalement décidé d'enfin rompre ses liens professionnels avec Scooter Braun. Le tournage de Wicked était en pause à cette période à cause des grèves des scénaristes à Hollywood. Donc bien que le tournage de Wicked ait pu influencer cette rupture professionnelle, ça peut tout aussi bien être son mari qui, dans l'ombre, après près de 2 ans de guérison douce, a pu encourager Ariana à prendre son indépendance. Dalton et Ariana étaient visiblement dans une relation très saine, avec un équilibre loin d'Hollywood et de ses pressions. Ils partaient souvent coupés de tout dans la nature. Ariana, moins présente médiatiquement, qui pensait prendre sa retraite musicale, était plus heureuse que jamais, dans une véritable bulle d'amour. Mais cette bulle devait éclater. La star n'a pas le droit à ce bonheur simpliste. C'est ce qu'insinuent plusieurs sources anonymes proches de la chanteuse, qui expliquaient bien avant le divorce que cette relation ne pourrait pas tenir dans la durée, parce qu'Ariana et Dalton ont 2 modes de vie qu'ils estimaient bien trop différents. Et le tournage de Wicked a donc accéléré cette séparation que l'entourage d'Ariana pensait inévitable. Pourtant, lorsque le tournage a commencé, le couple était très heureux. Dalton, qui savait à quel point ce projet tenait à cœur à Ariana, était ravi pour elle. Il était d'un grand soutien. Il a été le premier à constater l'amitié Ariana-Cynthia qui commençait à prendre de plus en plus de place dans la vie de la chanteuse. Et il a forcément fini par comprendre qu'Ariana s'était aussi rapprochée d'un autre acteur pendant le tournage. On a tendance à s'accrocher à l'idée de la fin heureuse, du conte de fées, quitte à s'abandonner pour l'autre, mais je pense que ma mère a été un bon exemple du fait qu'il ne fallait pas s'accrocher à ça. Parce qu'en fait, je sais pas si je peux parler de ma mère. Elle est là, elle m'écoute. J'ai le droit de le dire? Ok, bon bah, c'est qu'en fait, je suis actuellement dans une année de retour à Saturne. Alors là, je peux vous assurer que je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. J'ai regardé une grande partie de leur interview et je me suis demandé si on parlait vraiment la même langue. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là? Elle est vraiment en train de se justifier en disant que Jupiter est ici et que Saturne est là-bas? Tout ce que je retiens, c'est qu'il faut garder vos petits amis ou vos maris loin de cette jeune femme. Si les justifications d'Ariana interrogent, il y a aussi de quoi s'interroger sur l'influence de son entourage actuel. Parce que si Dalton Gomez l'influençait à se détacher des mauvaises influences d'Hollywood, et même à faire quelques dénonciations sur l'envers du décor, qu'en est-il de son nouvel entourage Wicked? Est-ce qu'ils sont vraiment la continuité de sa reconstruction? Ou est-ce qu'ils sont au contraire là pour l'empêcher? Concrètement, si Ariana était toujours auprès de Dalton, est-ce qu'après avoir coupé ses liens avec Scooter Braun, elle aurait pu aussi rompre définitivement avec la CIA? Car avec son nouveau manager, Brandon Creed, qu'Ariana a embauché après son divorce, elle est de nouveau gérée par la CIA, qui l'accompagne depuis l'époque de Nickelodeon. En se séparant de Scooter Braun, elle a en fait franchi une première étape importante pour avoir une vraie indépendance. Une étape décisive que Justin Bieber lui aussi a su franchir, et qu'il a payé très cher d'ailleurs. Mais contrairement au chanteur canadien, Ariana n'a pas coupé les liens avec ce qu'il y a plus haut. En passant de Scooter Braun à Brandon Creed, elle a changé la forme, mais le fond reste le même. Elle travaille toujours avec les mêmes structures, pour la même hiérarchie, la même organisation qu'à ses débuts. Et d'ailleurs, en parlant de ses débuts, est-ce que si en 2024, Ariana n'était pas en plein divorce, elle aurait eu la force de faire partie du documentaire qui dénonçait Nickelodeon, qui se peaufinait au même moment? C'est une réelle question, puisque rappelez-vous, Ariana fait partie des rares absents du documentaire,
alors que tout porte à croire qu'elle aurait eu beaucoup de choses à dire, et que surtout via son nom, c'est elle plus que n'importe qui chez Nickelodeon qui aurait pu offrir une grande visibilité au documentaire et aurait pu mettre une vraie pression pour obtenir justice ou créer un vrai changement à Hollywood, puisqu'à l'heure actuelle, des personnes très dérangeantes comme Dan Schneider sont en totale liberté. Et Ariana Grande n'était pas la seule absente du documentaire. Il y a un autre nom dont l'absence intrigue et qui pourrait révéler un tout autre niveau de pression et d'horreur que subissent les acteurs qu'on empêche de dénoncer Hollywood. Une certaine Amanda Bynes. Amanda était une ado pop star des années 2000, souvent présentée comme la future Jennifer Aniston. Elle était en haut gérée de la même manière qu'Ariana Grande par la CIA. Auprès de Nickelodeon et de Dan Schneider, Amanda a eu sa propre émission dans laquelle, à 13 ans, elle interviewait des adultes, dont Dan, dans un jacuzzi. Le concept est très dérangeant, surtout quand on sait l'ambiance de travail chez Nickelodeon. On lui faisait faire à elle aussi des mises en scène inappropriées. Des années après la fin de l'émission, on apprenait qu'Amanda n'allait plus très bien mentalement, que cette popularité l'avait brisée, qu'elle était bipolaire, qu'elle faisait des allers-retours dans les hôpitaux psychiatriques de Los Angeles et qu'elle était finalement placée sous la tutelle de ses pauvres parents qui, selon ce qu'on peut lire dans les médias, étaient complètement désemparés par la situation et ne savaient plus quoi faire pour que leur fille retrouve un état normal. Encore une ado pop star qui n'a malheureusement pas su gérer la célébrité alors qu'elle avait pourtant un avenir prometteur. C'est très triste, mais assez courant, donc ça n'avait inquiété personne. Mais en 2017, un étrange compte Twitter a publié des dénonciations extrêmement graves qui remettent en question toute cette narrative. La personne derrière ce compte assure être Amanda Bynes et a publié sa carte d'identité pour le prouver, ainsi qu'un selfie. Elle assure qu'elle n'a pas accès à son compte officiel, qu'elle est en danger, qu'elle ne sait plus vers qui se tourner. Toute sa vie est, selon ce qu'on peut lire sur ce compte Twitter, traquée par ses propres parents qui l'ont vendue à Nickelodeon et qui, aujourd'hui, la censurent totalement pour l'empêcher de parler et d'exposer la vérité. La vérité étant qu'elle a été victime des pires perversités d'Hollywood. Elle exposait plusieurs noms, dont des personnes proches de P. Diddy ou encore Dan Schneider. Elle assurait qu'Hollywood est complètement infesté par des pratiques qu'on veut l'empêcher de parler, mais qu'elle refuse de se taire ou de faire partie de leur jeu. Elle assure qu'à 13 ans, donc pendant qu'elle faisait son émission, elle était tombée enceinte de son patron. Elle demandait finalement de l'aide pour avoir enfin droit à sa liberté et droit à se faire entendre. Ce compte Twitter sera finalement supprimé et on n'entendra plus parler de ces dénonciations. En 2022, dans la foulée du mouvement Free Britney, Amanda Bynes parviendra elle aussi légalement à être libérée de sa tutelle. Mais étonnamment, tout comme Ariana Grande, elle fera le choix en 2024 de ne pas faire partie du documentaire contre Nickelodeon. Elle utilisera même ses réseaux sociaux pour dire qu'elle n'a jamais eu de mauvaise expérience dans les studios et pour protéger Dan Schneider. Sauf qu'Amanda est aujourd'hui dans un état très particulier. Elle ne semble être plus que l'ombre d'elle-même et surtout l'une de ses anciennes collègues de tournage, Laurie Denberg, a affirmé en 2024 que pendant l'émission d'Amanda, la situation était très préoccupante. Il était clair qu'Amanda n'était pas protégée, elle était très préoccupée par ce qu'il se passait le soir, une fois qu'on leur disait de rentrer, qu'Amanda restait seule avec certains membres de l'équipe. Laurie assure qu'elle a fait tout son possible pour rester, quitte à faire des heures supplémentaires non payées, mais qu'on finissait toujours par lui dire de partir. Elle a donc signalé à la hiérarchie de Nickelodeon qu'il fallait veiller sur Amanda. On lui a répondu que ça allait être fait, mais c'est finalement elle qui s'est faite virer sans réel motif. Ce qui mène à penser qu'elle a tout simplement été virée parce qu'elle était trop protectrice envers Amanda.
Alors au vu de cet effroyable témoignage, de toutes les révélations des acteurs chez Nickelodeon, qui accusent eux aussi leurs propres parents de les avoir livrés à des monstres, ou encore au vu de toutes les tutelles à Hollywood et de toutes les dénonciations d'acteurs, c'est indéniable que cette histoire et les tweets d'Amanda, aussi fous qu'ils puissent paraître, devraient être pris au sérieux. Il y a malheureusement de quoi penser que la Amanda d'aujourd'hui a été complètement shootée pour arrêter de parler et de dénoncer la vérité. Et si ces tweets exposaient la vérité, le documentaire de 2024 ne serait qu'une partie de l'iceberg Nickelodeon, mais il y aurait une pression immense pour empêcher les personnes ayant accès aux zones trop dérangeantes de cet iceberg de parler. D'ailleurs, on peut noter que le logo de Nickelodeon fait penser à la forme d'une île très affiliée à ce genre de pratique. Amanda Bynes ferait visiblement partie des personnes ayant accès à ces zones dérangeantes, qui ont su être maîtrisées. Mais il y a aussi de quoi penser qu'Ariana Grande pourrait elle aussi en faire partie. Elle a complètement été sous l'emprise d'Hollywood pendant très longtemps, c'est indéniable vu son état mental. Mais Dalton Gomez l'a influencée à sortir de cette emprise. En étant mariée avec lui, elle s'était éloignée de l'industrie et avait fait ses premières dénonciations sur l'envers du décor. Mais aujourd'hui, alors que la parole s'est libérée sur le sujet Nickelodeon, que la brèche est complètement ouverte, quand elle est interrogée sur le sujet, Ariana dit des choses sans rien dire. Elle répète même étrangement les mêmes discours que Dan. Je suggère qu'il y ait un thérapeute qui assure le processus auprès de l'enfant. J'aurais aimé que dans mon contrat et que dans les contrats de tous les artistes, il y ait une obligation d'une thérapie auprès d'un professionnel. Alors est-ce que cet entourage de Wicked lui permet vraiment de continuer une vraie reconstruction qui pourra lui permettre de dénoncer peut-être plus tard l'industrie? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce nouvel entourage était une façon pour Hollywood et ses sombres facettes de reprendre Ariana Grande sous contrôle à temps? Si c'est le cas, il aurait tout simplement fallu qu'Ariana soit auprès d'un ou d'une handler. C'est la spécialité d'Hollywood. Vous comprenez quel genre de handler il y a derrière les célébrités de la Californie? Handler, ce nom vous dit certainement rien, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, on l'a déjà utilisé sur la chaîne en le traduisant par agent, infiltré ou espion, puisqu'un handler est là pour surveiller une personnalité publique, afin de protéger en général d'autres intérêts que ceux de l'artiste. Le handler est auprès de la célébrité pour faire en sorte qu'elle obéisse à une hiérarchie. C'est un des mécanismes que dénonçait Kanye West, mais qu'on retrouvait aussi chez Amanda Bynes et ses parents, ou encore chez Justin Bieber et tout son entourage, qui avait une réelle emprise sur lui. Andy Cohen assurait quant à lui avoir été choqué de voir Britney Spears en interview, qui était complètement à la merci de sa handler, qui était constamment auprès d'elle pour s'assurer qu'elle ne dise rien qui contrarie son effroyable tutelle. Un handler peut donc être une personne faisant pression directement. La célébrité est consciente que cette personne exerce un contrôle, mais dans la majorité du temps, les handlers sont présentés comme des personnes de confiance, comme des amis, alors qu'ils sont là pour les manipuler subtilement. Et est-ce que ça ne serait pas ce que vit aujourd'hui Ariana? Il y a quelqu'un qui semble avoir une grande influence sur elle dernièrement. Ariana Grande croit en ce que je crois. Cynthia Erivo a tous les traits d'une handler. Ce qui nous mène à notre piste 3, Cynthia est la handler d'Ariana Grande. Le fait que la chanteuse ne veuille plus faire d'interviews sans Cynthia, que cette dernière guette tous ses faits et gestes avec autant d'insistance, qu'elle la touche constamment, ça nous mène clairement vers la piste des handlers. Et de nulle part, Cynthia est arrivée. Je savais même pas qu'elle était dans la pièce. Mais attention, un ou une handler n'est pas forcément toujours conscient de son rôle de contrôle ou d'influence. La handler peut elle-même être manipulée ou guidée par d'autres dans la chaîne de pouvoir autour de la célébrité. Cynthia pourrait donc elle-même n'être qu'un pion, utilisé pour contrôler un autre pion dans un vaste jeu de pouvoir hollywoodien. Cette hiérarchie hollywoodienne n'aurait qu'un seul but, replonger un artiste en pleine reconstruction dans le système d'Hollywood, ce qui l'empêchera de dénoncer
sait quoi que ce soit sur son fonctionnement. Et pour maintenir l'artiste dans cette sorte d'illusion d'Hollywood, la consommation de substances y est d'ailleurs souvent encouragée. C'est presque une obligation implicite. Ariana ne prend plus d'alcool visiblement, mais son comportement pourrait refléter d'autres prises de substances. Être autant émotive, avoir une personnalité totalement nouvelle, être complètement décalé dans ses interviews et même perdre du poids pourraient être de réels indicateurs. C'est en tout cas factuellement tous les symptômes de plusieurs substances qui circulent souvent à Hollywood. On t'aime vraiment beaucoup. Avec ou sans substance, avec une Cynthia consciente ou non de son rôle, la piste qu'elle puisse être la handler d'Ariana Grande est une piste intéressante. Et ce n'est plus du tout une théorie un peu marginale comme on pourrait le croire, puisque des vidéos qui font aujourd'hui plus de 12 millions de vues sur TikTok évoquent cette piste pour expliquer la dynamique étrange de la relation entre les deux actrices. Généralement, un handler doit être très proche de la célébrité, le plus proche possible. C'est souvent son ou sa partenaire qui est sélectionné pour ce rôle. Dalton Gomez, qui ne fait pas du tout partie d'Hollywood, ne semble clairement pas être un handler, vu la trajectoire qu'Ariana prenait auprès de lui. Mais l'équipe de Wicked est beaucoup plus suspecte. Personne n'en parle, mais Ethan Slater pourrait être très suspect lui aussi. Ce n'est pas pour Cynthia, mais pour Ethan qu'Ariana a divorcé. Alors bien que plus discret, il pourrait être un handler plus impliqué et conscient de son rôle. Cet acteur a eu une ascension soudaine à Hollywood. Son père travaille pour la Food and Drug Administration, qui contrôle les médicaments et les drogues. Ce qui fait penser aux activités de l'ancien coach très suspect d'Ariana. Je vous laisse jeter un coup d'œil à sa page Wikipédia, vous verrez qu'il n'y a rien de concret pour l'accuser de quoi que ce soit, mais que s'il y a bel et bien des personnes louches autour d'Ariana aujourd'hui, il y a de quoi penser qu'il en fait partie. Élément très symbolique, il a été rapporté que lorsqu'Ariana tournait la scène de mariage pour le film Wicked, elle signait au même moment, dans la vraie vie, son divorce avec Dalton. Ce qui illustre à quel point Wicked a complètement changé la trajectoire de sa vie, qui se dessinait de façon totalement différente auprès de Dalton Gomez. Le film symbolise aussi à quel point il a fait éclater la bulle d'amour dans laquelle Ariana était. Au-delà de ce symbolisme perturbant, la vie d'Ariana Grande, qui se reconstruit au contact du film Wicked, semble de plus en plus faire écho à la vie de Judy Garland, la première actrice à avoir fait rayonner l'univers autour de Wicked. On a ici deux talents exceptionnels, livrés très jeunes à l'industrie du divertissement, sans qu'elles aient eu pleinement conscience de ce que ça impliquait. Puis à partir de 16 ans, les premiers traumatismes sont apparus pour les deux actrices, prises au piège dans un environnement toxique avec un soutien ou l'absence de leurs parents. Malgré les horreurs en coulisses, toutes les deux deviennent des icônes générationnelles, avec des vies idéalisées par leurs fans. Pourtant, elles sont profondément détruites de l'intérieur. Elles sont entourées de personnes qui ne cherchent pas leur bien-être, des personnes qui sont indifférentes à leur sensibilité, qui cherchent seulement à les rentabiliser et à accomplir une grande carrière à travers elles. Les carrières des actrices, justement, finissent par impacter lourdement leur vie intime, leur mariage, leur bonheur personnel est sacrifié. Il est également très probable qu'elles aient toutes les deux subi des pressions immenses en interne pour ne pas dévoiler toute la vérité et qu'il existe une dimension politique derrière tout ça. Le schéma visiblement se répète. Ça amène à se demander si l'industrie du divertissement a vraiment évolué depuis les années 60. Si les gens savaient ce qui est arrivé à Judy Garland, ça les rendrait malades, parce que la même chose arrive en ce moment. Mais ces rapprochements entre Ariana et Judy Garland amènent aussi une autre question. Une question dérangeante, que beaucoup refusent de se poser parce qu'elle pourrait bouleverser notre idée du réel. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension spirituelle derrière ce film ? Ce projet m'a changé, moi et nous tous, de l'intérieur et de l'extérieur. Plutôt que de chercher à désigner des responsables précis ou même un système, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ? Des forces plus grandes, symboliques, occultes, qui sont intégrées à l'univers du Magicien d'Oz et de Wicked ?
Ce qui cause la perte de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que notre monde se limite au monde physique. Alors, ils croient en toutes les illusions. Si vous n'avez pas de vie spirituelle, vous ne vous poserez aucune question. Vous avancez tête baissée, en voyant tout ce que vous voyez comme des choses aléatoires, alors que ce n'est pas le cas selon moi. On entend souvent que le film Wicked serait maudit, tout comme l'aurait été Le Magicien d'Oz. Le film Le Magicien d'Oz est factuellement maudit, et maintenant les fans sont effrayés pour Cynthia et Ariana. Ils pensent que chaque projet en rapport avec Le Magicien d'Oz est lui aussi maudit. Je ressens vraiment que ce film a une malédiction. Le film Wicked pourrait-il avoir la même malédiction que celle du Magicien d'Oz ? Évidemment, le film Wicked et le film Le Magicien d'Oz sont maudits. Le film parle complètement de sorcellerie et de magie noire. Donc ça aurait pu inviter des énergies démoniaques qui ont maudit le film et tous ceux qui sont impliqués. Moi, personnellement, ma théorie, c'est que tout ce qui a un rapport avec le Magicien d'Oz est maudit par le fantôme de Judy Garland. Même si la majorité des problèmes derrière le tournage de 1939 ont des explications totalement rationnelles, les équipes n'étaient tout simplement pas prêtes à l'époque, il y avait des défaillances au niveau du maquillage, un manque de protection et d'encadrement des mineurs, mais tout ce qui entoure ces deux films pourrait aussi révéler d'une influence occulte. Et ça devient très perturbant et beaucoup plus concret quand on sait que le créateur du Magicien d'Oz appartenait à une doctrine ésotérique. Lyman Frank Baum, le créateur du Magicien d'Oz, faisait partie de la Société théosophique, une méta-religion à part entière lancée par une mystérieuse Helena Blavatsky. La doctrine d'Helena Blavatsky est très vaste. Cette femme mystique, née dans l'actuelle Ukraine en connexion avec la franc-maçonnerie, a lancé un grand mouvement qui a trouvé un grand succès au sein de l'élite occidentale. Son mouvement mériterait une vidéo à part entière parce que son histoire est très étrange, sa doctrine est remplie de subtilités et elle a d'immenses répercussions sur notre monde d'aujourd'hui. On va ici seulement citer quelques points qui vont résonner avec le reste de cette vidéo. Dans la doctrine suivie par le créateur du Magicien d'Oz, il est dit entre autres que l'être humain devait entrer dans une nouvelle ère, devenir co-créateur avec Dieu. Certains êtres humains pouvaient alors influencer, changer les consciences humaines pour dessiner le destin de l'humanité. Certains textes ultérieurs parlent même d'influencer l'ADN humain, donc il y a une réelle volonté de modifier la création humaine. Dans cette doctrine, les âmes sélectionnées pour monter spirituellement doivent être mises en initiation avec des êtres ascensionnés. Au fil de cette doctrine, on comprend aussi que le vrai porteur de lumière dans la Bible serait Lucifer, ce qui vaut souvent à cette mouvance d'être accusé de satanisme. Accessoirement, il est aussi encouragé à communiquer avec des forces invisibles après avoir été initié pour développer sa conscience. Encore une fois, c'est une doctrine très vaste, mais vous avez ici quelques points pour comprendre de quoi on parle ici et quel type de spiritualité ont certaines sphères élitistes. Si le Magicien d'Oz a été salué pour son génie créatif, très peu de monde ont saisi les sens cachés et ésotériques du film, qui font directement écho à la spiritualité de son créateur et à l'ère nouvelle pour l'humanité que son groupe avait prévu de dessiner. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est en fait l'histoire d'une petite fille, interprétée par Judy Garland, qui mène une vie calme, mais fade et sans couleur. Un jour, une tornade emporte sa maison très loin. Elle atterrit dans un monde nouveau, peuplé par des créatures loufoques. Elle part ensuite à la recherche du Magicien d'Oz, qui gouverne sur ce nouveau monde, afin qu'il puisse l'aider à rentrer chez elle. À la fin du film, la petite fille se réveille et comprend que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un rêve. Tout était seulement dans sa tête. Certains voient cette fin comme une simple chute finale sans profondeur, mais d'autres y voient, au contraire, une confirmation. Celle que tout ce film et son atmosphère étrange se déroulaient en fait dans la tête de la petite fille. C'était un voyage intérieur,
un voyage initiatique dans sa conscience. Vous savez, la fameuse conscience qui, selon la doctrine du créateur, doit pouvoir être manipulée par des forces extérieures. La lecture du film, selon ce prisme, est alors bien différente. La maison représente les fondations de la conscience. La tornade représente un traumatisme, quelque chose qui va fracturer la conscience et l'équilibre intérieur de la petite fille. La musique du film, Over the Rainbow, peut représenter cette conscience traumatisée, qui ne veut plus être dans le monde réel et qui a besoin de se réfugier dans un autre monde perçu comme plus supportable. Ce monde au-dessus de l'arc-en-ciel, c'est celui du monde d'Oz. Il s'apparente à un état de conscience modifié. Tout ce qui se passe dans ce nouveau monde, sous couvert de beaucoup de couleurs et de sourires, s'apparente à un démantèlement psychologique. La personnalité de la petite fille est complètement reformatée. Les personnages qui l'accompagnent dans son voyage intérieur représentent chacun une part de ses traumatismes et les nouveaux attributs qu'elle portera en elle dans sa nouvelle identité. Concrètement, l'épouvantail désire un cerveau. Il symbolise l'absence de pensée critique, un esprit vide qui suit les instructions sans jamais se demander pourquoi. Il représente un esprit conforme. L'homme de fer, quant à lui, n'a pas de cœur, il est déconnecté des émotions, il existe mécaniquement, uniquement pour survivre. Le lion est gouverné par la peur, il illustre une personnalité contrôlée par l'angoisse et les réactions primitives, il est incapable d'agir librement. Puis la petite fille, portée par ses traumatismes dans sa nouvelle conscience, rencontre petit à petit des guides ascensionnés, dont Glinda, qui l'influenceront pas à pas vers sa nouvelle identité. C'est donc une représentation de la doctrine d'Helena Blavatsky, pour qui une conscience arrive à une nouvelle forme de complétude en étant influencée par des forces externes et en étant guidée par des maîtres plus ascensionnés. Tous ces éléments qui peuvent paraître abstraits peuvent représenter ce qui se passait dans la vie des deux actrices. Pour Ariana Grande par exemple, on peut lire symboliquement son parcours comme celui d'une jeune fille, guidée petit à petit par des maîtres plus avancés qu'elle, dans une doctrine secrète, à qui elle doit en plus un certain respect. Elle nous a permis à tous d'être ici. Elle a payé le prix pour nous toutes. Ariana est placée auprès de ses guides après avoir été traumatisée. Son esprit critique a disparu, ses émotions ont été coupées, son cerveau a été paralysé par la peur. Mais cet état de conscience a une utilité pour ceux qui la dirigent. Il la rend manipulable par des forces extérieures. Si un jour par contre sa conscience se rebelle, si elle refuse de suivre le rôle qu'on lui impose, alors le système peut intervenir. Un nouveau traumatisme par exemple pourrait la rendre de nouveau contrôlable. Il pourrait la faire revenir dans le monde placé au-dessus de l'arc-en-ciel. C'est du contrôle mental et vous devez le comprendre. Bien avant d'être en contact avec des personnes accusées de manipulation mentale, Ariana, enfant, a été complètement fascinée par le magicien d'Oz. Comme des millions de personnes, ce film a été un immense succès. Mais quand on regarde tous ces symboles, quand on lit entre les lignes, on peut se demander si ce film n'était pas une programmation des consciences. Sous couvert de divertissement, est-ce qu'il ne préparait pas vers un nouveau monde, vers une nouvelle ère, avec une forme de conscience modifiée? Dans de nombreuses traditions spirituelles, pour créer quelque chose de nouveau, une création puissante, mais profondément corrompue, il faut une énergie pure, une âme lumineuse, une âme à briser. En Kabbale, on appelle ça la brisure des vases. Le divin devient un carburant. Judy Garland pourrait être l'une des premières à en avoir fait les frais. C'est une lumière détectée très jeune, utilisée, traumatisée, broyée par un système qui l'a dépassée, et 80 ans plus tard, avec Wicked, Ariana pourrait dans cette lecture incarner la nouvelle âme lumineuse choisie. Ariana pense avoir manifesté ce rôle. Selon elle, elle l'a tellement désiré que l'opportunité a fini par se présenter à elle comme par magie. Mais au vu des rouages de sa carrière, on peut se demander si, tout en haut de l'industrie, ce rôle n'était pas en réalité prévu pour elle depuis longtemps.
Des projets avec des plans occultes, tout comme le Magicien d'Oz, peuvent suivre des timings précis, des agendas, des cycles, des alignements pour aller pas à pas vers une nouvelle ère bien précise. Wicked, tout comme le Magicien d'Oz, s'adresse avant tout aux plus jeunes, à ceux qui vont créer le futur de l'humanité. Et pour ce futur, en plus du monde dissociatif, qui est aujourd'hui pleinement accepté, avec Wicked, il n'y a plus de véritable affrontement contre le mal. On apprend au contraire à l'aimer, à le comprendre, à voir le bien dans le mal. Et ici encore, on se rapproche inconsciemment d'une idée centrale de la théosophie d'Helena Blavatsky, celle où Lucifer devient subtilement le porteur de lumière. Alors peut-être que le but de Wicked n'est pas seulement de divertir, mais d'accompagner l'arrivée d'une nouvelle ère. Une ère où le bien et le mal se confondent et où le contact avec les entités et les forces invisibles est également normalisé depuis le plus jeune âge. Wicked présente la sorcellerie sans barrière d'entrée, sans danger. Ariana Grande est même devenue une ambassadrice des pratiques occultes. Je suis la plus grande des sorcières. La chanteuse s'identifie à Glinda dans son processus de guérison, mais Glinda vit dans le monde d'illusion du Magicien d'Oz. Alors finalement, avec Wicked, Ariana revient une nouvelle fois dans cet état de conscience modifié. Elle est de nouveau placée au-dessus de l'arc-en-ciel, alors qu'elle semblait justement sur le point d'y redescendre et d'aller vers son véritable esprit. Et d'ailleurs, les visuels de Wicked sont très révélateurs. Ici, par exemple, il y a une reprise symbolique du mythique tableau de Michel-Ange, la création d'Adam. Ce tableau représente la connexion entre l'homme et Dieu. Une dimension les sépare, mais à condition de monter son doigt symboliquement, l'homme peut se rapprocher du divin. Ici, Ariana qui se replace symboliquement à la place d'Adam, donc une âme en besoin de spiritualité, en besoin de sens, sauf qu'elle ne se fait pas saisir par Dieu, mais par Cynthia Erivo, qui incarne une sorcière. Si Cynthia a été choisie pour se rapprocher d'Ariana, c'est peut-être parce que, malgré elle, elle suit les plans de la doctrine d'Helena Blavatsky. Elle était en tête d'affiche pour interpréter Jésus dans la comédie musicale Jesus Superstar. Elle interprétait ici un Jésus en femme queer. Elle participe consciemment ou non à la doctrine d'Helena Blavatsky, qui cherche à réinventer le sacré biblique. Cynthia et sa spiritualité visiblement validée par Hollywood seraient alors devenue une reconnexion, une sorte de pont utilisé pour se rapprocher d'Ariana Grande. Si Ariana était en train d'échapper à ces cercles occultes d'Hollywood, c'est visiblement parce que dans sa vie, dictée par des organisations structurées, il semble y avoir eu une partie qui a échappé au plan prévu pour elle, l'apparition de Dalton Gomez, qui a conquis son cœur très rapidement, qui l'a très vite demandé en mariage, qui l'a incité à quitter l'industrie. Cette brèche dans la sécurité d'Ariana et sa vie scriptée a d'ailleurs peut-être été ouverte, si on en croit les timings, parce que l'organisation derrière elle avait beaucoup de choses à gérer en 2020, puisque leur autre talent, Justin Bieber, était en train de se rebeller, en train de préparer Yummy, qui exposait les dérives de l'élite. Il était lui-même très influencé par Kanye West et sa révolte contre l'industrie, qui voulait créer un réveil spirituel. Kanye était lui-même très influencé par des disparitions récentes et étranges dans l'industrie. Alors finalement, on peut comprendre pourquoi l'apparition de Dalton Gomez ne faisait pas partie du plan initial prévu pour Ariana. On pourrait même être amené à penser qu'il faisait ainsi partie d'un plan divin pour qu'Ariana puisse s'éloigner de ce système qu'il utilise. Elle comptait en tout cas s'éloigner totalement de l'industrie musicale en étant à ses côtés, parce qu'elle en comprenait enfin la toxicité. Elle allait littéralement suivre le chemin de Rihanna, qui n'a pas arrêté la musique par hasard, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Déclencher le film Wicked pour reprendre Ariana sous les règles d'Hollywood via un entourage de nouveau très contrôlé aurait été l'intervention la plus judicieuse pour la replonger dans le système hollywoodien. Et bien sûr pour renforcer la puissance derrière le film Wicked et ce qu'il implique vraiment dans la société. Depuis Wicked, Ariana est revenue dans l'industrie. Elle revient à tous les événements médiatiques qu'elle fuyait pourtant pendant qu'elle était mariée. Ses fans, bien sûr, sont aux anges. Ils pensent qu'elle est revenue. On peut lire Ariana is back.
Mais est-ce que c'est vraiment pour son bien? Est-ce qu'elle est vraiment en pleine conscience? Est-ce qu'elle n'est pas sous l'emprise d'un système? Et dans l'emprise autour d'Ariana Grande, il y a deux personnes qui pourraient être impliquées depuis très longtemps, qu'on a un peu contourné ici, ses parents. Judy Garland, Janet McCurdy, Amanda Bynes, toutes ont su comprendre la toxicité de leurs parents qui les ont manipulés. Mais Ariana les défend constamment. Alors est-ce qu'elle a des parents qui font vraiment exception à la règle dans cette industrie? C'est difficile à croire quand on découvre qui sont vraiment ses parents. Je sais pas si je peux parler de ma mère. Elle est là, elle m'écoute. Mais ça, c'est encore un vaste sujet. Un nouveau terrier du lapin, une boîte de Pandore qui mériterait d'être ouverte. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Si explorer encore un peu plus l'aspect spirituel et occulte derrière Ariana vous plairait aussi, parce qu'il y a encore bien des choses à dire de ce côté-là. Avec cette piste 4 en tout cas, tout nous mène à penser qu'il y a des influences occultes. Mais cette piste n'élimine pas les autres pistes. Au contraire, elles peuvent être vues comme complémentaires, comme c'était précisé au début de la vidéo justement. Et pour le comprendre, on va rapidement faire le chemin inverse que celui qu'on a fait tout au long de la vidéo, et partir du principe que notre monde est spirituel avant d'être matériel. C'est le concept élémentaire de n'importe quelle spiritualité. Alors la création Wicked représenterait un égrégore. Un concentré d'énergie relié au magicien d'Oz. Cet égrégore occulte et puissant a été confié à des sphères élitistes qui veulent étendre leur pouvoir. Ariana a été sélectionnée pour être utilisée dans cet égrégore. Elle et son talent ont totalement été initiés dans les sphères élitistes, mais elle était en train de leur échapper. Alors ces sphères élitistes lui ont trouvé des handlers, des personnes pour influencer sa trajectoire, des personnes dont ils apprécient l'énergie visiblement, mais ça n'exclut pas que même si Cynthia est une handler, elle apparaît pour Ariana comme étant une alliée dans cette industrie. Elle est rassurante, bien intentionnée, elle l'aide dans sa guérison. Mais cette guérison, c'est la guérison voulue par Hollywood. Et comme voulu par Hollywood, pour alimenter ce système, ce film et ses énergies, les deux actrices assurent une promo efficace via une promo intrigante dans laquelle elles jouent de la situation sans forcément comprendre tout ce que ça implique vraiment. Voilà la conclusion qu'on peut en tirer, même si c'est ici seulement des pistes de réflexion mises bout à bout les unes avec les autres. Dites-moi lesquelles vous pensez être les bonnes. Avec tous les éléments partagés ici, est-ce que vous voyez d'autres pistes? Est-ce que vous pensez qu'Ariana est bel et bien retournée dans le piège hollywoodien via ce film? Ou est-ce que vous pensez qu'en réalité c'est un bon entourage, qu'il n'y a pas de force occulte derrière ce film? J'ai hâte de lire vos commentaires comme toujours. Soyez libre de partager votre avis. J'espère quoi qu'il en soit que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion. Vous le savez, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de liker, de booster, de commenter, de partager. Un grand merci à tous ceux qui le font et à ceux qui l'ont fait dans les dernières vidéos aussi. Sincèrement, merci. D'ailleurs, à ceux qui ont vu les dernières vidéos, on dirait bien que tout commence à prendre de plus en plus sens. Tout est lié. Les histoires de Kanye West et Justin Bieber, bien sûr, mais on pourrait aussi penser à Aaliyah, même si c'est une autre époque, une époque située entre Judy Garland et Ariana Grande d'ailleurs, mais elle avait su se détacher de l'influence de sa mère très rapidement. C'était un esprit rebelle, avec une spiritualité à l'opposé de celle d'Elena Blavatsky finalement. Rappelez-vous, elle avait, comme Ariana, des visuels en lévitation, donc déconnectés du monde matériel. Mais on savait vers quelle spiritualité Aaliyah se dirigeait. C'était une spiritualité pas appréciée par Hollywood. Mais celle d'Ariana semble appréciée, autorisée par l'industrie. Alors ça a de quoi interroger et confirmer encore un peu plus l'idée qu'Aaliyah a été éliminée pour des raisons spirituelles. On pourrait aller encore plus loin, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très vite dans les coulisses de la fame. Ciao!